Alors, Franck, donc, question déjà, qu'est-ce que vient faire une banque? On parlait des banques tout à l'heure dans des termes un petit peu moins, on va dire, positifs. Donc voilà, qu'est-ce que vient faire une banque dans un projet comme celui du Y? Et vous, aujourd'hui, depuis que ce projet est lancé depuis quelque temps, qu'est-ce que vous vivez? Qui vous voyez? Qu'est-ce que les gens vous disent? Qu'est-ce qu'ils vous demandent? Qu'est-ce que vous faites? Alors déjà, moi je voulais remercier Edouard d'avoir parlé des banques comme ça, parce que maintenant je vais pouvoir faire cette transition et vous dire que les banques, elles peuvent aussi participer à ce mouvement qui est large en matière d'innovation. Et si elles ne le font pas, elles risquent d'être disruptées et de disparaître à moyen terme ou à long terme. Quand je parle de disruption, il faut, je pense, le voir plus du côté américain parce que les exemples sont très parlants. Un Français, le Lending Club, qui fait, entre guillemets, du financement très rapide pour les TPE-PME. Aujourd'hui, les grandes banques leur donnent des fonds assez importants, hein, c'est quasiment 4 milliards qui sont prêtés par les banques américaines au Lending Club pour financer, parce que le Lending Club, ce qu'il a fait, c'est une façon de donner et d'octroyer des prêts très rapidement et de façon efficace. Donc, pour nous, banquiers, c'est important de regarder ces évolutions. L'autre côté, c'est prendre l'exemple d'Apple. Apple, c'est tout ce qui est paiement. Donc, Apple Pay, il faut imaginer que dans 10 ans, potentiellement, ça peut être et devenir une banque. Est-ce que c'est sérieux? Quand vous regardez la trésorerie d'Apple, c'est 200 milliards de trésorerie aujourd'hui, c'est plus que le trésor américain. Donc oui, Apple a les moyens de devenir une banque. Donc quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on fait, nous, en tant que banquiers? Déjà, l'exercice de notre métier au quotidien, oui, il va perdurer. Oui, on va continuer à prêter. Oui, on aura toujours des agences, mais pas seulement. Et pourquoi pas seulement, en dehors de ces deux exemples que je vous ai donnés du Lending Club et d'Apple? C'est parce qu'on est confronté à une chose qui est très claire, c'est que notre métier classique qui est de prêter, c'est des taux aujourd'hui qui sont quasiment négatifs, donc notre marge diminue, et aussi sur les flux, ça devient de plus en plus concurrentiel, on a de nouveaux acteurs, donc là aussi on est challengé. Donc qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça et qu'est-ce que BNP Paribas a décidé de faire fort de son expérience d'à peu près 10 ans en matière d'innovation, mais assez confidentielle? En gros, on est parti d'une expérience à Grenoble et à Toulouse où des chargés d'affaires entreprises qui accompagnent des entreprises, TPE, PME, grands groupes, ont décidé de s'investir dans l'écosystème d'innovation. Et clairement, Grenoble, Toulouse disposent d'un écosystème très dense, très fort, avec des entreprises en matière d'innovation qui sont très connues, par exemple ST Microelectronics pour parler d'eux, ou d'Airbus. Et fort de ces expériences, il y a 3 ans, on a décidé de professionnaliser des chargés d'affaires et d'appeler ça des pôles innovation. Donc c'est des pôles innovation, 15 en France, qui accompagnent exclusivement des startups et des sociétés innovantes. Donc déjà, ça nous a permis de nous intégrer dans un écosystème, de mieux connaître cette nouvelle clientèle, ces nouvelles entreprises qui émergent. Et on ne peut pas faire un changement brutal. Pour pouvoir vraiment être au cœur d'un écosystème, il faut aller le connaître, il faut aller à sa rencontre, l'écouter. Donc ça a été la première étape de la création de ces pôles innovation. La deuxième chose, c'est qu'au bout de 3 ans, ces pôles innovation, c'est 1500 startups. Donc, ce qui est 1500 startups identifiées. Ça veut dire qu'on a aussi des startups qui ne sont pas forcément dans ces pôles innovation, qui sont dans nos agences tout à fait classiques. Et on pourrait estimer quasiment à 3000 startups qui pourraient être clientes de BNP Paribas. Donc ça fait vraiment une richesse importante. À côté de ça, notre métier traditionnel nous apporte une autre excellence, c'est qu'on est des banquiers de large cap, c'est-à-dire des sociétés du CAC 40, qui sont quasiment toutes clients de BNP Paribas, et on a 7 entreprises ETI sur 10 qui sont clients de BNP Paribas. Donc fort de ces deux excellences, notre richesse, c'est nos clients, et ça c'est vraiment important de les mettre en valeur. Qu'est-ce qu'on pouvait faire en matière d'innovation? Et là, on va se remettre dans notre position classique qui est notre écosystème, la France. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? 2008, vous l'avez tous vu, une grosse crise.
qui a touché tout le monde. Le monde entier est impacté par cette crise. Et très clairement, ce qui s'est passé, c'est que vous avez beaucoup d'entreprises qui ont arrêté des pans entiers de R&D. Elles ont continué à faire de la recherche et du développement, ça c'est clair, mais elles ont aussi arrêté parce qu'il fallait rester rentable pour assurer le long terme et traverser cette crise. Donc, force de ce constat, on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire, qui était de connecter nos clients avec des startups. Pourquoi ? Parce que nos clients entreprises peuvent avoir besoin en matière d'innovation et les startups peuvent avoir besoin de clients si elles veulent pérenniser leur activité. Donc ça, on a décidé de le faire il y a 1 an et c'est Marie-Claire Capobianco, directrice des réseaux France, qui a pris cette décision d'investir dans la mise en relation entre nos clients et les startups en créant un programme qui s'appelle Innovent Connect. Et pour réaliser ce programme Innovent Connect, on a créé 2 lieux, les Y, le Y de Paris et le Y de Massy-Saclay. Pourquoi 2 lieux ? Parce qu'à Paris, c'était assez évident. C'est là où la Silicon Sentier, c'est le mouvement des startups à Paris qui a émergé. Et avec notre filiale, l'atelier BNP Paribas, qui est notre cellule de veille disruptive, c'est un écosystème qu'on a beaucoup connu et qu'on connaît bien. Pourquoi Massy-Saclay ? Aussi parce qu'on a créé un pôle innovation il y a 3 ans sur Massy, et que force était de constater que le territoire de l'Essonne, dont vous faites partie, et le plateau de Saclay sont vraiment d'une richesse incroyable sur 2 points. Un point qui est l'innovation, tout ce qui est problématique de R&D. Il faut imaginer que c'est à peu près 60 000 étudiants, c'est 300 laboratoires, 11 laboratoires d'excellence, plus de 8 000 publications par an à des niveaux internationaux. Quand je disais 60 000 étudiants, le plateau de Saclay, ça veut dire que c'est 2 fois Berkeley. On ne le dit pas assez, mais Berkeley, c'est quand même une des gros pôles universitaires mondiaux et américains. Donc on a en France un pôle universitaire qui s'appelle depuis le 1er janvier Paris-Saclay et qui représente 60 000 étudiants, 2 fois Berkeley. Et à côté de ça, un nombre incroyable d'entreprises et d'un écosystème qui va de la TPE jusqu'à la grande entreprise. En face du Y, vous avez le nouveau siège de Carrefour. Donc, pour nous, ça faisait du sens de créer ces lieux. Et qu'est-ce qu'on y fait ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, on les met en lien. On met en lien nos clients entreprises avec les startups. Donc, très clairement, on a 1500 mètres carrés à Massy et 1500 mètres carrés à Paris pour les accueillir. Donc, on est une forme d'accélérateur. Quand je vois 91 Insight, faites du numérique un accélérateur pour votre business, imaginez que le Y, c'est un accélérateur pour votre business, à la fois pour nos clients entreprises et à la fois pour les startups. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les startups, elles ont été très subventionnées, très aidées par les politiques gouvernementales, et en ça, il faut les féliciter, parce que c'était très important de pouvoir accompagner tout ce mouvement. Mais pour pérenniser ce mouvement, eh bien, il faut aussi l'accompagner en les aidant à trouver des clients. Donc on a développé un réseau d'experts, un réseau de mentors qui sont capables d'accompagner nos startups hébergées à la fois dans une dimension internationale. Donc on a un mentor qui est spécialiste en Asie, c'est l'ancien président d'un groupe français qui est vraiment un spécialiste de l'Asie, qui a été un des pionniers là-bas. Donc il peut aider toutes les startups qui sont hébergées sur ces problématiques-là. On a aussi des mentors dans la distribution, dans un ensemble d'écosystèmes dont peuvent avoir besoin les startups. Donc on est dans l'esprit d'open innovation. Pourquoi on est dans cet esprit ? Parce qu'on pense que c'est ensemble, c'est-à-dire à la fois l'agilité de la startup et à la fois la richesse, le passé, l'expérience de l'entreprise qui, ensemble, peut permettre de faire co-créer quelque chose et de faire avancer les choses. Il ne faut plus avoir peur de travailler ensemble. Quand on dit open innovation, bien évidemment, ça nécessite de faire attention, d'être capable d'échanger sur les notions de propriété. Mais si on vient sur la notion de propriété, tout à l'heure, on va parler d'Uber. Uber n'a pas fait la révolution des taxis, comme Airbnb n'a pas fait la révolution de l'hôtellerie. La véritable révolution que portent ces 2 acteurs, c'est la notion de propriété. La notion de propriété est vraiment en train d'être disruptée. Et on parlait aussi de tiers-lieux. Les tiers-lieux sont là aussi pour disrupter la notion de propriété de bureau. Parce que
on a besoin de sortir des clivages, on a besoin de sortir de ces espaces qui sont fermés, d'apprendre des autres, de voir, de changer les codes et d'essayer d'intégrer des cultures qui sont différentes. Donc on teste. Il faut bien être clair que le programme Innov & Connect est une start-up au sein de BNP Paribas et qu'on acculture aussi notre propre groupe. Donc on a un message en matière d'innovation, en matière de veille disruptive, aussi en interne, parce qu'on s'applique à nous-mêmes aussi ce qu'on conseille à nos clients. Et l'idée, c'est d'être le plus proche des besoins. Donc à chaque fois, c'est de prendre en compte le besoin de la start-up et le besoin de notre client, tout en intégrant une dimension forte, c'est l'écosystème. Très clairement, ce programme, c'est un programme d'investissement. C'est-à-dire qu'on n'a absolument pas, quand on a eu l'objectif de créer ces deux lieux, des KPI, des notions de TRI. Non, on investit. Donc quand on investit, c'est qu'on ne sait pas et on ne savait pas au début ce qu'on allait rechercher, c'est-à-dire quel retour sur investissement BNP Paribas pourrait avoir de cette expérience. On ne le sait toujours pas. Ce qu'on sait par contre aujourd'hui, c'est que l'écosystème dans lequel on s'est implanté, que ce soit à Paris ou à Massy, a un écho très favorable. On a rencontré Alcatel, bien évidemment, on a rencontré Ericsson, on a rencontré Carrefour, on a rencontré des business angels, des TPE, des PME, et on sent bien que l'innovation est un sujet qui est porteur. Donc pour ça, on a créé aussi un Fab Lab. Un Fab Lab, là, qui se veut assez novateur, puisqu'on reste humble. On n'est pas un grand groupe comme Alcatel ou comme Ericsson, avec beaucoup d'ingénieurs. Mais on a décidé d'ouvrir ce Fab Lab à nos collaborateurs. Donc il faut voir que c'est déjà intégrer nos collaborateurs dans cette politique d'innovation. Et on a créé des partenariats avec des startups, avec des grands groupes, avec des écoles, pour identifier à chaque fois des produits, des appareils, des machines qui pourraient être utilisés aussi, et ça c'est une première, pour nos clients TPE, PME. L'idée là, c'est aussi d'accompagner nos clients TPE, PME sur la réappropriation de l'innovation en matière de prototypage. Donc la politique et l'envie de BNP Paribas, vous l'aurez bien compris, dans cette expérience, c'est d'être au cœur d'un écosystème qui intègre à la fois des startups, à la fois des grands groupes, à la fois nos collaborateurs et à la fois des TPE, PME. Voilà. Merci Franck. En fait, c'est vraiment une bonne idée parce que tout à l'heure, sans vouloir trahir le contenu de la table ronde, tout à l'heure, Pascal Pic notamment va nous parler de la notion de bricolage ou d'assemblage qui consiste à prendre des éléments qu'on a comme ça en face de nous, mais dont on s'est dit, tiens, si on les mettait ensemble, c'est en fait ce que vous avez fait en disant, on a d'un côté des clients, d'un côté des startups, on pourrait peut-être les coller ensemble. C'est vraiment ça, quoi. 200%. Je vais prendre un autre exemple. C'est une startup qui a émergé du plateau de Saclay qui s'appelle Print. Print, qui a eu un succès incroyable, elle est partie en Chine pour faire son prototype. Quand on connaît l'ensemble des outils, des machines qui sont à disposition sur le territoire de Saclay, c'est juste une aberration. Ils sont partis en payant 50 000 € pour réaliser leur proto. Moi, je pense qu'ici, ils l'auraient réalisé et on leur aurait en plus donné de l'argent. Donc il y a vraiment à parler de nos savoir-faire, de nos excellences. On parle trop de ce qui ne marche pas et pas assez de ce qui marche. Et pour conclure, parce que comme vous avez compris, on a commencé avec un petit peu de retard, il y a une table ronde qui va commencer aussi avec un petit peu de retard, entre deux, une toute petite pause. Donc une question dont la réponse sera une conclusion partagée en un mot chacun. Et je trouve que la formulation de cette question, j'aime bien, c'est entre discours et réalité. Où en sont les entreprises que vous rencontrez? Moi j'ajouterais où sont. Enfin l'idée c'est pas de donner des médailles pour dire eux ils sont bien, eux ils sont moins bien, mais où en sont-ils, où sont-ils? Voilà, l'un après l'autre. En un mot, Christian Ball. Alors je vais orienter vers le site systématique parce que dans systématique on a un plan de développement des entreprises, des PME, hein, pas des grandes, dont je fais partie. Et entre autres, on a deux labels. Un label est Champion du Pôle. Donc les champions du pôle, ce sont les entreprises des PME qui sont en forte croissance. Forte croissance, chiffre d'affaires qui double tous les ans, et avec un fort développement international et donc des levées de fonds importantes. Donc ces entreprises ont besoin
de ressources aussi. Elles sont dans le digital, bien sûr. Donc il suffit d'aller voir les champions du pôle qui ont été labellisés depuis quelques années. Là, vous trouverez des entreprises qui répondent à la question. Il y a un deuxième label qui est entreprise innovante du pôle. Donc c'est des entreprises qui sont fortement innovantes, donc qui proposent la rupture, bon, dont la croissance est moindre et le besoin de levée de fonds est moindre. Mais c'est pareil, dans la même dynamique. Donc la réponse sur le site Voilà. de Systématique. Merci beaucoup. Édouard, où en sont-elles ou où sont-elles? Ou les deux? Moi, je dirais, puisque la question est posée sur les grandes entreprises, que dans leur globalité, les grandes entreprises n'y sont pas encore, hein, dans ces nouveaux modes de management plus flexibles, plus ouverts, plus transversaux. C'est normal, hein, une grande entreprise, ça a une culture, des process, etc. Ça ne se transforme pas comme ça, ça se saurait, indépendamment des petits îlots qui commencent à exister maintenant dans ces entreprises et qui sont très précurseurs en termes de mode de fonctionnement. Simplement, moi, ce que je regarde et ce qui m'intéresse dans ces grandes entreprises-là, c'est à quel moment se fait le déclic, à quel moment les gens se disent, tiens, effectivement, on n'y est pas, on peut faire mieux, on peut progresser dans nos modes de fonctionnement et de management pour tirer parti de tout ce que la révolution numérique nous permet. Et ça, c'est en général un très bon point d'appui pour progresser. Pascal? Eh bien, moi, je vais vous citer, sans le nommer, un exemple qui est en Île-de-France, qui est dans notre petite couronne. Je crois pouvoir dire que malheureusement, elle n'est pas dans le 91, mais elle est très proche d'ici. Une structure qui a fait le choix dont le métier est de la traduction de la parole, donc ça peut être dans toutes les langues. Il se trouve que là, c'est le langage des signes, entre autres. Et plutôt que d'avoir du personnel à demeure qui coûte très cher à Paris et pour lesquels il y avait un turnover extrêmement important, ils ont décidé de travailler comme leur métier les y amenait, à distance. Et donc plus de 50% de leur effectif est aujourd'hui à distance, c'est-à-dire que les gens habitent en ruralité, parfois très loin de l'Île-de-France, et leurs clients, ce sont les entreprises d'Île-de-France. Et je trouve que ça, c'est un très beau message pour une entreprise qui ne fait jamais que de la traduction de la parole. Franck, je vais vous sacrifier si vous m'en voulez pas, parce qu'on me fait des signes que là, il va vraiment falloir qu'on clôture cette table ronde, même si c'est passionnant. On a bien compris qu'en tout cas chez BNP, ça bouge aussi, ne serait-ce que pour avoir pris une initiative comme celle du Y. Merci à tous pour la préparation de cette table ronde. Merci pour vos exposés. On se retrouve dans quelques minutes pour la table ronde de conclusion. Merci beaucoup.